permettrait d'atteindre les objectifs ambitieux qui avaient été fixés en matière d'économie, de densité médicale, d'environnement, de recherche, et que, si tout va bien, nous devrions être sur le point d'atteindre. Ces mesures s'inscriraient d'ailleurs dans la logique de votre déclaration du début de séance. Mais curieusement, il n'en est rien. Il faut dire que ce débat d'orientation intervient cette année dans un contexte bien particulier. Ce rapport, qui constitue une formalité substantielle à l'adoption du budget, doit contenir en effet tous les éléments d'information portant sur les évolutions prévisionnelles en dépenses et en recettes, préciser les hypothèses d'évolution retenues pour construire le budget, mais aussi une prospective pluriannuelle définissant la trajectoire budgétaire. Toutefois, cette prospective ne s'arrête pas à la fin de la mandature, nous l'avons remarqué, car il y a bel et bien une continuité de l'action publique. Bien sûr, les trains vont continuer de rouler, les lycées de fonctionner et la programmation pluriannuelle des investissements dépasse évidemment le cadre strict de la mandature. Mais d'un autre côté, nous sommes confrontés depuis plusieurs années aux incertitudes concernant l'organisation des compétences et des territoires. On pourrait même parler d'instabilité institutionnelle avec ce que cela comporte en termes d'insécurité du point de vue des finances. Incertitude également liée au contexte international, marqué par des évolutions rapides qui constituent autant de menaces pour notre pays. La guerre commerciale menée contre la Chine et le reste du monde, parce qu'on en fait partie, par les États-Unis, dans une tentative désespérée de maintenir pour un temps leur hégémonie planétaire, risque d'avoir des conséquences non négligeables en Europe. La volonté des commissaires européens et des États qui traduisent en fait la volonté d'un certain nombre d'États de punir le Royaume-Uni en refusant une sortie négociée dans l'intérêt de tous, menace aussi nos exportations, et l'on comprend mal la position de M. Macron qui se range derrière l'Allemagne aux côtés des anti-Brexit les plus intransigeants, alors que nos échanges commerciaux sont largement excédentaires avec le Royaume-Uni et au contraire largement déficitaires avec l'Allemagne. Mais si M. Macron défendait les intérêts de la France, cela se saurait. C'est pourquoi ces orientations doivent être l'occasion de poser la question de l'avenir des régions. Comment tracer une prospective pluriannuelle réaliste dans un environnement aussi mouvant? Un bref retour en arrière semble nécessaire. Au fil des étapes de la décentralisation portée par les gouvernements successifs, au-delà des alternances politiques, les régions ont accru le périmètre de leurs compétences. Lycées, TER, formation professionnelle, intervention économique, gestion des fonds dits européens, etc. Et elles pensaient que cette évolution allait se poursuivre en regrettant même parfois que les choses n'aillent pas assez vite. Le dernier acte, rappelez-vous, c'était la loi NOTRe. Une loi votée guère plus d'un an après la loi MAPTAM, une loi que nous considérons comme imparfaite, incomplète, inachevée et qui non seulement ne réglait en rien la question du fameux millefeuille des collectivités territoriales, mais au contraire en créait de nouvelles, sans clarifier totalement le partage des compétences, tout en sacrifiant le niveau communal. En même temps, cette nouvelle organisation des territoires de la République n'était pas accompagnée par une nécessaire réforme de la fiscalité locale, ce que nous avons aussi déploré. La loi NOTRe, rappelons-le, qui a été votée par la majorité d'alors, PS, écologistes, radicaux, qui est donc la majorité de ce Conseil régional. Aujourd'hui, les résultats de ces réformes sont jugés tellement décevants qu'on envisage un acte 4 de la décentralisation et une nouvelle loi. Il faut dire que la crise des Gilets jaunes est passée par là et que la progression du vote Rassemblement national dans la France dite périphérique a fait comprendre à ceux qui souhaitaient la mort des communes que nos concitoyens avaient besoin de proximité. Pour autant, peut-on parler d'une inflexion ou plutôt de manœuvre dilatoire? On a bien vu au Congrès des régions que le Premier ministre ne voulait rien entendre. Il a seulement promis une extension du droit à l'expérimentation. Beaucoup le défendent dans cette Assemblée et vous-même, Monsieur le Président, avez demandé à en bénéficier. Mais nous redisons ici notre opposition à ce principe qui nous semble contradictoire avec la notion d'égalité
et risque d'exacerber la concurrence entre les régions, alors que l'État devrait être le garant et le chef de file d'une politique d'aménagement qui combatte cette fracture grandissante que tout le monde constate. Je citerai un seul exemple historique, celui de la Bretagne. En 1960, cette région vivait essentiellement de l'agriculture et de la pêche avec une industrie vieillissante. Les Bretons partaient en masse travailler à Paris. C'est à l'initiative du général de Gaulle que Citroën s'est installé près de Rennes et le Centre national d'études des télécommunications à Lannion. Peut-on imaginer un instant que la région Île-de-France, s'il avait existé à l'époque, aurait proposé à la Bretagne de transférer cette usine et ce centre de recherche? Évidemment, non. C'est pourquoi nous refusons cette forme de dérive qui conduit à l'aggravation de la fracture territoriale, au développement des métropoles et à de nouvelles féodalités. Nous avons, je crois, dans ce domaine, le mérite de la constance et de la cohérence, et une fois encore, je crois que les faits nous donnent raison. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chassier. Monsieur Charles Fournier a la parole.